personnes proposent de couper la zone euro en plusieurs morceaux, souvent en deux morceaux, l'euro du Nord, l'euro du Sud. Alors la première question qui se pose, c'est où se situe la France? Est-ce qu'elle est au Nord ou est-ce qu'elle est au Sud? Si elle est au Nord, eh bien, elle se retrouve en face à face avec l'Allemagne, en quelque sorte, puisqu'elle perd les deux autres grands pays qui auraient pu être ses associés, qui sont l'Italie et l'Espagne. Donc elle est en face à face avec l'Allemagne, un grand pays excédentaire, donc avec une monnaie qui est forte, et donc qui s'apprécie, avec toutes les difficultés que ça pose aux industries françaises. Si elle est au Sud, eh bien, donc si la France est au Sud, eh bien, elle perd d'un coup la crédibilité que donne la monnaie unique, la politique monétaire indépendante, qui est une conception allemande de la politique monétaire, qu'on peut critiquer, mais qui a au moins cette vertu d'introduire une inflation faible et des taux d'intérêt faibles, parce que la politique monétaire est crédible. Alors, en plus de tout cela, si on coupe la zone euro en deux, eh bien les bénéfices de l'euro, hein, qui sont liés à la disparition des coûts de transaction de change et puis à la disparition du risque de change entre les partenaires européens, ce bénéfice est coupé en deux, divisé par deux. Donc, on a dit tout à l'heure, l'Italie et l'Espagne, c'est presque autant que l'Allemagne dans nos exportations. Eh bien, nous retrouvons des coûts de transaction de change et une incertitude monétaire dans toutes nos relations avec l'Italie et l'Espagne. Donc il faut bien avoir ça en tête quand on propose de couper en deux. C'est pas complètement clair que la France a gagné, c'est même sans doute elle a plutôt à perdre à cela. Alors la deuxième chose, c'est en dynamique. Si on coupe une fois en deux, et pourquoi pas une deuxième fois en quatre, et puis pourquoi pas en huit, à partir du moment où on commence soit à couper en deux, soit à exfiltrer un pays de la zone euro, c'est un précédent en fait. Et les marchés cesseront de penser que l'euro est un dispositif définitif. Et donc ils se remettront à mettre un prix sur l'éventualité d'une dévaluation dans tel ou tel pays. Et donc d'une certaine manière, c'est un retour en arrière au système monétaire européen de change fixe, mais ajustable, puisque la participation d'un pays à la zone monétaire n'est pas acquise. C'est une question tout à fait légitime. Ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à démanteler l'euro, tout simplement. Alors les partisans de démanteler l'euro mettent en évidence évidemment ce qu'on gagne. Et ce qu'on gagne, c'est de pouvoir récupérer une indépendance de la politique monétaire, de pouvoir dévaluer la monnaie, et ainsi de gagner des parts de marché à l'exportation. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça correspond à un certain arrangement monétaire qui est le flottement des monnaies. Et un autre nom du flottement des monnaies, c'est la guerre des monnaies. Donc en général, c'est souvent aussi les mêmes qui reprochent aux États-Unis, au Japon de mener la guerre des monnaies et qui veulent, d'une certaine manière, importer cette guerre des monnaies à l'intérieur de la zone euro, au fond. Et le problème, c'est que, bien évidemment, si la France récupère la capacité de dévaluer sa monnaie, tous les autres pays la récupéreront également. Et il n'est pas du tout clair que le franc, qui serait réintroduit, se déprécierait par rapport notamment aux monnaies du Sud. Donc se déprécierait sans doute par rapport à l'Allemagne, mais si s'apprécie autant par rapport aux monnaies du Sud, on n'a rien gagné de ce point de vue-là. Or, on a perdu à côté. Qu'est-ce qu'on a perdu? On réintroduit le risque sur les taux de change et la nécessité pour les entreprises, par exemple, de s'endetter en monnaie étrangère parce qu'on ne leur ferait pas confiance dans leur propre monnaie, ou alors si elles s'endettent dans leur propre monnaie, à un taux d'intérêt plus élevé. Donc tout ce qu'on a gagné avec l'euro, on le redéfait pour un bénéfice qui paraît assez limité au fond, parce que on perd la coordination des politiques monétaires que nous avons réussi à faire par la force, hein, avec l'union monétaire, puisqu'il n'y a qu'une seule monnaie, il y a forcément une coordination des politiques monétaires. Donc l'indépendance des politiques monétaires, c'est aussi la guerre des politiques monétaires, il faut bien avoir ça en tête. Alors maintenant, dans le court terme aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'advient-il des dettes existantes, des dettes publiques et des dettes privées. Les dettes publiques, la plupart d'entre elles pourraient être converties dans la monnaie nationale. Donc ça fait nos affaires pour la dette française, la dette publique française, qui serait en francs, remboursée en francs, donc si le franc se déprécie, c'est pas trop douloureux. Mais nous sommes aussi créanciers des autres pays de la zone euro, notamment la Grèce, et qui, elle, bien évidemment, pourrait rembourser en drachmes. Donc pour les épargnants français, le gain n'est pas évident. Pour le contribuable, c'est plutôt bien, mais pour l'épargnant, c'est plutôt pas bien, et même pour le contribuable indirectement, puisqu'en fait c'est l'État français qui a prêté à l'État grec, et donc c'est le contribuable français qui devrait supporter la perte sur la Grèce. Maintenant sur les dettes privées,
On nommait souvent le débat sur la dette privée. Les entreprises, notamment les entreprises françaises, sont très endettées en euros. En quelle monnaie serait cette dette? En quelle monnaie serait convertie cette dette? Et là, il n'y a pas de règle. Donc ce serait au cas par cas. Et donc forcément, les grands seraient favorisés par rapport aux petits. Ils auraient une force de négociation avec les banques plus importante sans doute que les petits. Mais ça pourrait durer des années de contentieux. Donc c'est vraiment une très bonne affaire, mais plutôt pour la profession des avocats d'affaires que pour le secteur réel de l'économie. L'autre grande question, c'est comment on organise ce démantèlement de l'euro. Et penser qu'on peut le faire de manière ordonnée, je pense que c'est un leurre. C'est forcément très violent. Il n'y a qu'à penser à ce qui s'est passé en Argentine au début des années 2000, avec donc une monnaie qui se dévalue de 80%, avec une incapacité à avoir un crédit de la part de pays hors de l'Argentine, donc une incapacité à financer le déficit commercial. Ça veut dire couper dans les importations d'énergie, de médicaments, de produits qui peuvent être des produits de nécessité. Donc ça peut, sur le plan social, être très difficile. Il faut savoir qu'une dévaluation, c'est une perte de pouvoir d'achat. Et plus elle est rapide, plus elle est difficile à supporter. Et on ne peut pas faire ça en un week-end, par ailleurs. Donc, dès que les premières rumeurs de renationalisation de la politique monétaire, bien évidemment, les personnes qui ont une épargne, notamment celles qui sont bien informées, donc plutôt les classes supérieures aisées de la société, eh bien, auraient vite fait d'aller déménager leur épargne dans les autres pays. Donc, finalement, les personnes qui seraient vulnérables par rapport à ce changement de régime, ce seraient plutôt les plus modestes, soit qui n'ont pas d'épargne, soit qui ont une épargne mais qui n'ont pas su trouver les circuits pour la déménager, soit qui le jour on leur a dit on va tamponner les euros avec un tampon français et puis comme ça devient du franc pour aller très vite, pour éviter le temps de fabriquer des nouveaux billets, et ben ils vont à la banque, ils font effectivement tamponner leurs billets, sauf que les gens plus riches, ils prennent le TGV et ils vont les faire tamponner en Allemagne.